Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granic au micro pour nouveau numéro 2. On vous donne la parole sur Studio Qualita avec plusieurs sujets à l'ordre du jour de cette émission. Je vous rappelle que pour y participer, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au 050 430 80 20, 050 430 80 20 ou bien sur notre page Facebook Studio Qualita ou encore sur notre site studioqualita.com. Et un sujet qui a déchaîné les passions, on va dire, et qui continue à déchaîner les passions, qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la loi État-Nation. Et nous avons avec nous en ligne Dan. Dan, bonjour, de Natania aujourd'hui. Oui, bonjour. Effectivement, ouais, pour nous parler de la loi État-Nation. Alors Dan, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous pensez surtout peut-être de tout ce débat qui est autour de cette loi qui est un peu controversée? Alors évidemment, il y a plein de choses à dire. Déjà, ce qui me choque en premier lieu, c'est la réaction des médias. Je parle des médias occidentaux, notamment des médias français, qui sous-entendent ou qui parlent quasiment ouvertement d'apartheid. Ouais. Et voilà, en parlant de citoyens de seconde zone pour les non-juifs, etc. Bon, bien sûr, nous qui vivons en Israël, on sait parfaitement que c'est absolument faux. Mmh. C'est les citoyens non-juifs, pour autant qu'ils soient israéliens, auront la même... De toute façon, même avec cette loi, auront les mêmes avantages, les mêmes prérogatives. Maintenant, il y a une chose qui est absolument choquante, et d'ailleurs c'est la preuve qu'il n'y a absolument pas d'apartheid ou de considérer les citoyens non-juifs comme des citoyens de seconde zone. Si on s'intéresse un petit peu à l'histoire, oui. En 1917, vous savez qu'il y avait eu un décret des Britanniques le mandat britannique, oui. Voilà, et pendant que la Palestine, ce qu'on appelait la Palestine, était sous mandat britannique, il y a eu un décret qui est très connu en 1917 qui s'appelle le décret Balfour, dont le but était d'instaurer un foyer national, non pas israélien, juif, national, juif. Tout c'est à le mot fait. Juif qui était employé, d'accord. Mieux que ça. En 1922, donc quelques années plus tard, vous savez que la Palestine historique, ça comprend, en 1917 jusqu'en 1922, ça comprenait aussi la Jordanie, qui est un très très gros morceau. Et comme il y avait des problèmes à ce moment-là, déjà entre les Arabes et les Juifs, les Britanniques ont dit, bon, on va séparer, même si le foyer national juif nous on a fait un décret en 1917 en disant que ça sera toute la zone, la Palestine, pour les Juifs. Ils sont revenus quelques années plus tard sur leurs paroles et ils ont dit, voilà, on va mettre un côté pour les Juifs et un côté pour les Arabes. Donc la Jordanie, qu'on a appelée à ce moment-là la Transjordanie, a été donnée aux Arabes. Et la partie, c'est la partie qu'on connaît, ce qui est à l'ouest du Jourdain, était réservée aux Juifs. Oui. D'accord. Et donc, on parlait aussi de Juifs. D'ailleurs, à l'époque, à noter qu'on ne parlait pas de Palestiniens ou d'Israéliens, on parlait de Juifs et d'Arabes. Ça veut dire que le peuple, la notion de peuple palestinien était totalement inconnue. Tout à fait. Pire que ça, et ça c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, en juillet 1922, en la résolution 181 des Nations Unies, donc c'est pas les Juifs, c'est pas Israël, de 1947, résolution hyper connue, facile à trouver. La résolution avait pour sujet de séparer la Palestine en un État arabe et un État, roulement de tambour, non pas israélien, mais un État juif. Donc on parle déjà à plusieurs reprises de la notion de juif et non pas la notion israélien ou autre Bien notion. Sûr. Et ce n'était pas les Nations Unies, ce n'étaient pas des membres du Likoud ou de l'extrême droite israélienne, c'est les Nations Unies qui ont sorti cette résolution. Arabes, juifs, et à noter, c'est pas palestinien
et israélien, ou palestiniens et juifs, c'était arabes et juifs. Et pourquoi il y avait ce besoin de donner une partie de cette région, de cette terre aux juifs, parce que justement, il y avait un problème déjà entre les arabes et les juifs. Donc maintenant, quand on sait tout ça, c'est quand même un peu fort de café de dire « Ah, les Israéliens parlent d'un État juif ». Mais en fait, on en parlait déjà depuis, comme vous nous l'avez dit, depuis le début du siècle, pratiquement, le siècle précédent. Et pour cause, on en parlait, parce qu'il y avait un problème. Je veux dire, on ne peut pas effacer d'un revers de main l'historique et tous les massacres et tous les pogroms et toutes les atrocités qu'ont connues les Juifs, en disant « Ah, mais maintenant, il n'y a plus de problème avec… » Non, les Juifs ont besoin, il faut le dire, il faut le répéter, les Juifs ont besoin d'avoir un État, le seul État au monde, tout petit, minuscule, où ils sont chez eux. Il y a bien des États à caractère, je sais pas, musulman. On va pas me dire que l'Arabie Saoudite, c'est un État à caractère chrétien. Ouais. D'accord? Donc, la France, l'Europe, ce sont par leur histoire, des États à caractère chrétien, ce ne sont pas des États à caractère musulman. Donc vous avez du mal à comprendre tout le bruit qui est fait autour de cette loi qui n'est pas justifiée, un bruit qui n'est pas justifié à votre avis. Alors, le bruit, je le comprends. Hein. D'accord. Le bruit, on peut l'expliquer très simplement. Il y a une attaque en règle contre Israël. Il y a des attaques en règle contre Israël dès lors que quoi qu'Israël fasse, et ça fait partie de cette façon de montrer du doigt Israël et de mettre en accusation Israël, quoi qu'Israël fasse. Ça, je le comprends. Par contre, l'hypocrisie, elle doit être dénoncée, et il faut rappeler, je pense que ça, c'est un bon argument à ceux des Juifs français qui vivent en France et qui sont immanquablement interpellés par leurs collègues, par leurs voisins, etc., qui lisent parfois de bonne foi la presse. Bien sûr. Faut leur rappeler que les Nations Unies eux-mêmes parlaient, et c'est pas des Juifs, ils parlaient d'une résolution qui a été adoptée d'ailleurs à la majorité des pays membres. Ils parlaient d'un État juif, le mot juif était qualifié nettement, et d'un État arabe. Donc il y a aucune… Maintenant que nous on parle d'un État juif, il y a aucun complexe à avoir. Ouais. Donc, il y a une autre question quand même qui se pose, c'est que c'est la question qui a été soulevée par les communautés druzes en particulier, qui se sont sentis blessés non pas parce qu'on parle d'un État juif, mais parce que on parle pas justement d'égalité pour les autres communautés qui ne sont pas juives. Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose qui justifie et qui peut-être il faut corriger dans cette loi? Alors, deux choses. La première, c'est que tous les Druzes ne sont pas de cet avis-là. Ouais. Il y a des Druzes qui voient parfaitement bien, à qui cette loi ne pose strictement aucun problème. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la France, c'est un pays chrétien. Pourtant, il y a des musulmans. Il y a des... même si c'est un pays à caractère chrétien, l'immense majorité, même si on dit que ça a tendance à changer, etc., mais à l'heure actuelle, et si au regard de l'histoire, la France est un pays avec des racines chrétiennes, c'est un pays chrétien, et pourtant les Juifs, il y a des Juifs, il y a des Arabes, on n'est pas des citoyens de seconde zone. Concrètement, quand il n'y a pas d'apartheid ou de choses comme ça, ça veut dire que ce qui est important, c'est pas la loi, c'est pas qu'on dise ce pays c'est un pays à caractère juif, musulman ou chrétien. Ce qui est important, c'est concrètement les règles qui s'imposent et les prérogatives qui s'imposent et les obligations qui s'imposent à chaque citoyen. Si maintenant on est sur un pied d'égalité, même si on sait que ce pays, voilà, il y a une loi, on dit que c'est un pays juif avant tout, très bien, mais à partir du moment où tout le monde est à égalité, il n'y a pas d'apartheid, vous savez, moi je préfère largement être un citoyen arabe-israélien en Israël aujourd'hui, même après cette loi, qu'un citoyen juif en Jordanie, oui. Vous voyez. Donc c'est pas ce qui est important, c'est pas l'écorce, c'est pas l'emballage. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le paquet. Ouais. Et le fond de l'histoire, c'est que en Israël, on est tous des citoyens égaux. D'accord, il n'y a pas d'apartheid, c'est pas vrai.
Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de cette loi. Il y a des choses qui sont justes, des choses qui sont moins justes. Comment vous, et ce sera ma dernière question, comment vous expliquez que ça fasse tant de bruit et comme vous l'avez dit au début, même en France et en Europe, on a parlé de cette loi. Comment vous expliquez cette, on va dire, entre guillemets, cet engouement, mais c'est pas vraiment un engouement, mais comment on explique tout ce bruit qui est fait autour de cette loi? Alors, je l'explique de la même manière que j'expliquerai pourquoi il y a un tel engouement lorsque des terroristes tentent de passer la frontière de Gaza pour commettre des attentats en Israël, et que Israël se défend et qu'il y a un tel engouement des médias en disant qu'Israël a tiré sur des gens. Je l'expliquerai de la même façon que lorsqu'il y a des cerfs-volants incendiaires qui passent la frontière, qui sont envoyés par les Gazaouis pour brûler les maisons, les villes, les champs israéliens et pour essayer d'atteindre des juifs, parce que ce sont bien des villes juives qui sont visées, pas les villes arabes israéliennes aux alentours. Je l'explique de la même façon, des réactions qui sont totalement incroyables lorsque des missiles sont envoyés depuis cette bande de Gaza vers les villes juives et que Israël, pour se défendre, tire sur des cibles déjà prédéterminées. Et ben tout ça, c'est absolument irrationnel, c'est absolument illogique. Et je pense que ça, c'est une façon de, c'est au fond, je pense que c'est une forme d'antisémitisme plus ou moins avouée, plus ou moins ouverte des médias. Voilà, c'est tout. Je vois pas d'autres explications. Ouais. Quand on sait qu'il y a des massacres, il y a des choses mais horribles qui se passent en ce moment même. Quand on sait qu'en Syrie, il y a des gens qui sont massacrés, tués, vendus comme esclaves par centaines, par milliers, et que les médias n'en parlent absolument pas. Ouais. Et que lorsqu'il y a un terroriste palestinien qui tire dans la foule et qui est abattu, bah ça fait des gros titres. Ouais. C'est irrationnel. On peut pas comprendre. Vous savez, non, c'est irrationnel. Vous savez, je me rappelle d'un titre de BFM. Vous savez, il y a le fil info. On terminera avec ça. Oui, mais c'est très marquant, c'est très symptomatique. Je me rappelle d'un fil info que j'avais vu à l'époque sur BFM. Je regardais les infos sur BFM et dans le fil info, il y avait marqué un père de famille tué par des Israéliens. Et en fait, le père de famille en question, c'était un terroriste qui était rentré dans une synagogue. Et j'ai gardé, j'ai pris la photo tellement ça m'a lui marqué. Donc, vous voyez, quand on voit des choses comme ça, on peut pas comprendre. Peut dire on peut pas. Merci beaucoup, en tout cas, Dan, et merci d'avoir passé quelques minutes avec nous aujourd'hui sur Studio Kalita. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée, bientôt. Donc la loi État-nation qui fait beaucoup parler d'elle et qui continue à faire beaucoup parler d'elle. Et pour en parler aussi, nous avons Johan Klings qui est avec nous en ligne. Johan, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On va donc parler aussi, et vous allez nous donner votre avis un peu sur cette loi qui a été donc adoptée par la Knesset il y a déjà un peu plus de 3 semaines, presque un mois, qui fait donc beaucoup couler d'encre avec des manifestations qui ont eu lieu surtout ici à Tel Aviv, ici en Israël. Alors cette loi, comment vous l'avez perçue, vous, Johan ? Écoutez, cette loi est une loi tout à fait naturelle. C'est une loi qui veut conforter et renforcer le caractère juif de l'État d'Israël, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de débordements, de députés arabes, de tous bords, qui semblent vouloir s'approprier un petit peu l'État d'Israël. Et il est bien de rappeler que l'État d'Israël appartient aux Juifs et a été créé en tant qu'État juif. Il y a déjà 57 ou 58 États arabes, ça suffit, je pense. Oui.
Alors, ce que reprochent en tout cas certains, pas seulement députés, mais membres plutôt de la communauté arabe et surtout de la communauté druze, c'est pas seulement, c'est vrai qu'on a entendu, on en reviendra peut-être avec la manifestation qui a eu lieu samedi soir à Tel Aviv avec des drapeaux palestiniens qui ont été brandis, mais en tout cas pour la communauté druze, ce qu'on reproche, c'est qu'ils n'ont pas, ils n'ont rien à dire sur le fait qu'Israël est un État juif, ils le reconnaissent que c'est l'État juif. Ce qui les embête dans cette loi, c'est qu'il manque le mot égalité des citoyens, même droit pour tous les citoyens. Et les communautés druzes, en tout cas, se sont senties très blessées par rapport à ce fait. Est-ce que vous pouvez le comprendre ? Je peux comprendre les Druzes qui sont des citoyens fidèles de l'État d'Israël. Seulement, rien n'a absolument changé pour eux. Ils ont les mêmes droits, ils ont des places d'officiers, ils ont des places de ministres, ils ont des places partout. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'égalité. Il y a une égalité absolue et il y a même plus qu'une égalité dans la population, pas seulement druze, mais la population arabe, parce qu'ils ne sont même pas obligés. Ils n'ont pas les obligations, ils ont les droits. Par exemple, ils ne sont pas obligés de faire l'armée. Donc, je vois peut-être pas pour les Druzes, mais pour les populations arabes. Donc, en fait, ils ont pas beaucoup plus, mais ils ont plus de droits que les Juifs eux-mêmes. Ils ont plus de droits que les Juifs eux-mêmes. Et rien n'a changé, on leur a rien enlevé. On a juste conforté l'histoire de la tikva, l'hymne, on a conforté le drapeau, on a conforté la langue. Et là, on voit qu'on avait raison parce qu'on a vu pendant ces manifestations qui se passaient à Tel Aviv qu'il y avait des drapeaux palestiniens, qu'il y avait des gens qui ont scandé État Palestine et qui ont même fait des places pour faire la prière vers la Mecque, en plus vers la Mecque. Donc, est-ce que ça vous a choqué, vous, personnellement ? Pardon ? Ça vous a choqué ? Écoutez, c'est choquant de voir à Tel Aviv des drapeaux palestiniens. C'est une organisation terroriste reconnue en tant que telle. Le Hamas, le djihad islamique, ça fait partie des Palestiniens. Oui, là, il faut quand même préciser que c'était pas organisé par le Hamas, mais par la représentation des Arabes israéliens en Israël, qui n'est pas une organisation reconnue comme terroriste, mais qui quand même revendique son appartenance aussi au peuple palestinien, cette dualité donc entre le fait d'être citoyen israélien et d'être aussi palestinien, on va dire palestinien de cœur. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette dualité, ou est-ce que vous avez à comprendre que les Arabes israéliens aient des envies aussi d'appartenir aussi au peuple palestinien, ou ils doivent, d'après vous, choisir ? Moi, je pense qu'ils doivent choisir. Comme je disais tout à l'heure, il y a 57 pays arabes. Le problème palestinien a été un problème, je dis un problème, et je dis palestinien entre guillemets, parce que la Palestine, c'est un nom qui a été donné par l'Empire romain à la Judée-Samarie, tout simplement. Et eux, ils se sont appropriés ce nom-là, et les Palestiniens n'ont jamais existé. Ça a été créé, d'ailleurs, Arafat on vient de sortir un document où Arafat dit qu'il a été créé, que le peuple palestinien a été créé, qu'on lui a demandé de le créer. D'ailleurs, Arafat est un simple Égyptien. Oui. Et tout a été créé à partir de Eurabia. Eurabia après la guerre de Kippour, où la politique économique faisait peur à l'Europe, où le pétrole a augmenté, tout. Alors l'Europe a décidé de faire un accord avec les pays arabes. On le connaît, Eurabia, on connaît cet accord, et on l'a connu par la suite. Et certains ministres d'ailleurs l'ont confirmé. Il fallait éliminer de la scène internationale Israël. Donc, il fallait créer un peuple palestinien, il fallait aller à l'encontre d'Israël, il fallait faire le maximum pour éliminer Israël. Mais ça s'est pas passé ainsi, et Israël a monté, a gravi tous les échelons, est devenu un petit peu, un peu partout, ils sont devenus premiers dans tous les domaines, et c'était impossible d'éradiquer Israël, grâce à Dieu. Alors comment, ce sera ma dernière question, comment vous expliquez justement que cette loi fasse tellement parler d'elle, que ce soit en Israël, mais aussi, on l'a vu, puisque cette loi a été commentée
dans de nombreux pays, des pays européens aussi en particulier, des pays ou des organes de presse qui ont dénoncé cette loi. Comment vous expliquez ce phénomène ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des ONG qui sont payées par l'Europe pour critiquer Israël, qui sont en Israël, et où Benjamin Netanyahou n'arrive pas à les éradiquer, malgré le fait qu'il ait demandé à arrêter leur financement. Ça, c'est une chose. Il y a la presse qui est complètement contre Israël. On le voit avec les cerfs-volants. La presse à l'étranger aussi, Ouais, toute la presse et il faut pas oublier qu'on a un très très grave problème en Israël, c'est l'extrême gauche et la gauche qui veulent absolument reprendre le pouvoir. Donc absolument, ils ont fait venir les LGBT, les homosexuels, ils ont fait venir les druzes, ils ont fait venir tout ça pour aller à l'encontre de Netanyahou parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Malheureusement, ils n'ont pas de leader capable et ils n'ont pas de programme capable. Et ils essayent à tout prix, à chaque fois, de détruire l'image d'Israël. Même à l'étranger, on dit que c'est la gauche qui détruit l'image d'Israël pour pouvoir renverser le gouvernement israélien, ce qui est très grave. En fin de compte, d'après vous, c'est une bataille entre les ennemis, on va dire, de Bibi Netanyahou et de l'actuel gouvernement et les autres. C'est ceux qui veulent détruire Netanyahou et c'est la presse de gauche. C'est la presse de gauche essentiellement et c'est très grave parce qu'il faudrait légiférer en ce sens parce que c'est pas normal de pouvoir essayer de détruire un pays qui se porte bien parce qu'il faut dire ce qui est. Netanyahou a fait de ce pays quand même un pays qui se porte bien à l'échelle internationale. Netanyahou est acclamé quand il va au Congrès américain. Netanyahou a fait remonter l'économie. Bien sûr, il y a toujours des problèmes, il y a des pauvres, il y a l'histoire du gaz, il y a toujours des problèmes dans un pays. Mais ça va beaucoup mieux qu'avant et on respecte beaucoup plus Israël parce que Israël a une force quand même économique et une force électronique, une force militaire, etc. Alors, si Dieu veut, on va bientôt planter le drapeau d'Israélien sur la Lune, mais ça c'est un détail. Mais c'est simplement pour montrer que Israël est quand même fort malgré ce tout petit pays au milieu de tellement d'ennemis, de problèmes de tous les côtés. Israël a quand même une place forte dans le monde. Très bien, avec merci. Jérusalem comme capitale. Merci beaucoup, Johan, de nous avoir parlé et d'avoir donné votre avis sur cette loi qui fait donc, comme je l'ai dit, beaucoup couler d'encre. Et je pense qu'on va entendre encore longtemps parler de cette loi. Merci beaucoup d'avoir intervenu sur Studio Kalita. Merci, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette émission de On vous donne la parole sur Studio Kalita. Je vous rappelle que toutes les semaines, nous nous retrouvons le mercredi pour vos interventions sur les sujets d'actualité, sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Pour participer à cette émission, c'est le 050 430 80 20, 050 430 80 20 sur notre boîte vocale ou bien en nous contactant sur notre page Facebook Studio Kalita ou bien encore sur notre site studiokalita.com. Merci de votre attention. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Kalita. Bonne semaine, à bientôt, bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Graninic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.